Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous tenterons de rendre l'univers à échelle humaine, c'est-à-dire de rendre compréhensibles les grands nombres, les chiffres astronomiques que l'on emploie souvent pour décrire l'univers. L'idée de ce balado nous est venue de l'un de nos auditeurs, Laurent Fieux, qui un jour nous a écrit pour nous proposer d'assimiler la taille de notre galaxie à celle de la France. Donc si la Voie lactée mesurait 1000 km de diamètre, au lieu des 100 000 années-lumière qu'elle fait en réalité, quelle serait la taille du système solaire à cette échelle ? Laurent nous indiquera alors que le système solaire serait de la taille d'une pièce de monnaie. Partant de là, Laurent et Claude se sont mis à imaginer toutes sortes d'échelles de comparaison. Par exemple, à l'échelle de la France, à quelle distance se trouverait la plus proche étoile de nous ? Toujours à cette échelle, à quelle distance se trouverait la galaxie voisine d'Andromède ? C'est alors que leurs cerveaux se sont mis à bouillir pour trouver une foule d'autres comparaisons de taille, de distance, d'espace, etc. Et c'est le fruit de ce bouillonnement que nous vous proposons aujourd'hui. Il est important de noter que dans ce balado, nous vous proposons un tas de chiffres. Cependant, n'ayez crainte, vous n'avez à retenir aucun de ces chiffres, mais simplement à apprécier les images qui se dégagent de ces analogies. Quant aux chiffres que nous énonçons, nous vous les fournissons dans un fascicule gratuit que vous pourrez télécharger à partir du lien présent dans la description de ce balado. Ou rendez-vous tout simplement sur patreon.com/voyage dans l'espace. Les comparaisons que nous vous proposons sont étonnantes, souvent renversantes, et nous espérons que vous aurez plaisir à les imaginer et à les partager entre amis et en famille, autour par exemple d'un bon feu de camp. Bon été à tous et à toutes. Merci Florent, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous passez un bel été en cet été 2024. J'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Laurent. Bonjour Laurent, bienvenue au micro de Voyage dans l'espace. Bonjour Claude et bonjour à tous les auditeurs. Merci de me recevoir. Dis-moi Laurent, j'aimerais dans un premier temps que tu te présentes un peu à nos auditeurs, à nos auditrices. Tu es un fidèle auditeur de Voyage dans l'espace depuis presque ses tout débuts. Tu es aussi, surtout peut-être même un astronome amateur passionné depuis ta plus tendre enfance, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, oui, j'avais rencontré cette passion, je devais avoir 10 ans à peu près. Et voilà, par la suite, j'ai toujours aimé les mathématiques, la physique, etc. J'ai fait des études universitaires dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, je partage ma passion avec mon fils Léon, qui a 9 ans. On écoute régulièrement tous vos balados. Et parfois, on en réécoute certains. Voilà, donc effectivement, je suis un fidèle auditeur et un passionné. C'est quand même amusant de penser qu'un père et son fils écoutent notre balado ensemble, et j'imagine que tu as parfois des explications additionnelles à lui donner. Je trouve ça remarquable qu'un enfant de 10 ans soit initié à l'exploration spatiale par l'entremise de notre balado. Avant d'aller plus loin, je veux juste mentionner un petit avertissement que je veux faire à nos auditeurs et auditrices. Dans ce balado-là, comme on l'a dit en introduction, on va vous lancer beaucoup de chiffres, beaucoup d'images. On va essayer de prendre notre temps. On va peut-être même faire des fois des pauses de quelques secondes pour vous laisser le temps d'absorber la matière qu'on vous a donnée. Donc, on va essayer de faire les choses plus lentement que d'habitude, mais ne vous inquiétez pas si parfois il y a des petits silences, c'est pour vous laisser le temps de prendre votre respiration et peut-être de prendre la nôtre en même temps. Dis-moi, Laurent, l'idée de ce balado-là t'est venue à la suite d'une analogie qu'on a énoncée quelquefois dans certains balados de voyage dans l'espace. C'était quoi cette analogie-là? Alors effectivement, oui, tu nous avais posé la question suivante, sans faire de calcul, comme ça, juste à l'œil, grosso modo, à combien de minutes, d'heures, de jours ou d'années correspondent 1000 secondes, 1 million de secondes et 1 milliard de secondes. Ça, c'était une analogie très, très intéressante. Et évidemment, l'idée de ça, c'était de voir la différence entre 1 million et milliard. Et comme on disait, je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices se rappellent de la réponse, mais 1000 secondes, ça équivaut à peu près à un quart d'heure. 1 million de secondes, ça équivaut à 2 semaines. Et 1 milliard de secondes, ça équivaut à 32 ans. Il y a donc une énorme différence entre millions et milliards. Différence qu'on ne fait pas toujours. Des fois, quand on parle en termes d'argent, en termes de kilomètres, en termes de temps, etc., on a l'impression que millions, milliards, ce sont des gros chiffres. Effectivement, ce sont des gros chiffres. Mais la différence, elle est énorme. Et ça, il faut toujours la garder à notre esprit. Donc, toujours se dire,
1 million de secondes, c'est 2 semaines, mais 1 milliard de secondes, c'est 32 ans. La différence, elle est énorme. Effectivement, hein. Elle est énorme, elle est gigantesque, elle est quasiment inimaginable, hein. Et une autre analogie du même type qu'on pourrait énoncer, c'est la différence toujours entre 1000, millions et milliards, mais en termes de siècles. Et donc, on peut dire simplement que 1000 ans, ça représente 10 siècles. 1 million d'années, c'est 10 000 siècles, ce qui déjà dépasse notre entendement. Et 1 milliard d'années représente 10 millions de siècles. Fabuleux. On pourrait aussi dire que l'Homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce à nous, là, les humains tels que nous sommes actuellement, sont arrivés sur Terre il y a environ 300 000 ans. 300 000 ans, c'est seulement 3000 siècles. Ça ne fait que 3000 siècles qu'on est sur Terre, alors que l'univers est beaucoup plus âgé, comme on va le voir. Donc, la différence, on est sur Terre depuis 300 000 ans, c'est-à-dire seulement 3000 siècles. C'est ça, oui. Et si on imagine qu'il reste encore à la Terre 4 milliards d'années, avant qu'elle ne soit pulvérisée par l'explosion du Soleil, on peut dire explosion entre guillemets, c'est dire en réalité qu'il nous reste 40 millions de siècles de présence sur Terre. Donc il nous reste encore pas mal de temps, hein, nous qui sommes sur la Terre, que depuis 3 petits milliers de siècles. Exactement. Bien entendu, évidemment, on va vous lancer de gros chiffres, hein, dans le domaine spatial, dans le domaine de l'univers. On parle souvent en termes de millions et de milliards, que ce soit du nombre d'étoiles, que ce soit des distances entre les étoiles, entre les galaxies, etc. Ce sont évidemment toujours des nombres impossibles à imaginer. Hein. Si on vous parle de... Il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, on n'imagine pas. Ce qu'on va essayer de faire, c'est justement de rendre ça compréhensible, ce genre de nombres-là. Des nombres véritablement qu'on appelle des nombres astronomiques. Oui, c'est ça. Par exemple, la plus proche étoile de nous se trouve à un peu plus de 4 années-lumière, 4,2 années-lumière, ce qui correspond à 40 000 milliards de kilomètres. Donc, on peut dire que notre galaxie est une forme de pizza qui mesure 100 000 années-lumière de diamètre. Donc, on vous épargne ici le nombre de milliers de milliards de kilomètres que ça représente. Et la plus proche galaxie de notre Voie lactée se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Là, déjà, on est en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. Exactement. On dit aussi que notre galaxie se compose de 200 à 400 milliards d'étoiles et qu'il y aurait possiblement dans l'univers jusqu'à 2000 milliards de galaxies. Évidemment, ces nombres-là dépassent notre entendement. Hein. Je ne pense pas que vous pouvez imaginer ce que ça représente. Et c'est le défi qu'on va essayer de relever aujourd'hui en essayant de mettre ça, on pourrait dire, à échelle humaine. Qu'est-ce que ça peut représenter? Comment peut-on se figurer ce genre de nombre-là? C'est le défi qu'on va tenter de relever, Laurent et moi. C'est ça. Et pour ce faire, nous allons énoncer ce que nous appelons des analogies, tout en gardant des proportions à peu près exactes, hein, sachant que seuls les ordres de grandeur nous intéressent ici. Nous allons compresser le réel pour le ramener à des mesures accessibles à notre imagination, qui nous permettra d'apprendre l'ensemble, du moins de s'en approcher. Mais avant de plonger dans les profondeurs de l'espace, dans les abîmes spatials, on va s'intéresser à notre petit coin d'univers, c'est-à-dire le système solaire. Comment peut-on imaginer le système solaire, les dimensions du système solaire à une échelle humaine? Alors, pour s'imaginer ces dimensions-là, donc de notre système solaire, on peut par exemple imaginer que la Terre est un grain de raisin de 1 cm de diamètre. À cette échelle-là, la Lune serait alors quelque chose comme un petit pois qui graviterait à une trentaine de centimètres de ce grain de raisin qu'est la Terre. Et toujours à cette échelle, le Soleil serait équivalent d'un ballon de plage, un ballon de plage de, disons, 1 mètre de diamètre, qui serait situé à 150 mètres de notre petit raisin qui est la Terre. 150 mètres, c'est à peu près la dimension d'un pâté de maison dans une ville. Donc, si on imagine que la Terre est un raisin,
que la Lune est un petit pois situé à 30 cm, le Soleil, lui, c'est un ballon de plage situé à un pâté de maison d'où l'on se trouve. Oui, c'est ça. Donc, un pâté de maison, soit l'équivalent à peu près de une fois et demie la longueur d'un terrain de foot. Et dans cette représentation, Jupiter serait une orange placée à 750 mètres de notre ballon de plage qu'est le Soleil. Soit environ à 5 pâtés de maison de là, quoi. Et quant à la planète la plus distante du Soleil, Neptune, on pourrait l'imaginer comme un kiwi qu'on devrait placer à 4,2 km de chez nous. 4,2 km, c'est l'équivalent d'à peu près 30 pâtés de maison. Ça vous donne une échelle de ce que peut être la grandeur du système solaire si on revient toujours à notre raisin et à notre petit pois qu'est la Lune, à 30 cm seulement l'une de l'autre. Oui, tout à fait. Ouais. Et n'oublions pas non plus Pluton, la petite dernière, qui est encore plus loin que Neptune, qui serait un pépin de raisin distant de quelques 6 km du Soleil, soit environ 40 pâtés de maison. Et on peut rappeler au passage qu'il a fallu 9 années à la sonde New Horizons, lancée en 2006, pour parvenir jusqu'à Pluton. Et toujours à cette échelle, l'étoile la plus proche de nous, donc Proxima du Centaure, se trouverait à cette échelle-là à 40 000 km de nous, de notre petit raisin que nous sommes. Et 40 000 km, c'est plus loin que la distance de l'orbite géostationnaire sur laquelle on place nos satellites de télécommunication. L'orbite géostationnaire se trouve à 36 000 km de nous, donc la plus proche étoile, à notre échelle d'analogie, il faudrait la placer plus loin que l'orbite géostationnaire, et 40 000 km, ben, c'est un peu plus que le 10e de la distance Terre-Lune. Donc, toujours garder à l'idée, hein, on a notre Terre qui est un petit raisin, avec un petit pois à 30 cm, ben, la plus proche étoile se trouve quelque part comme à 1/10 de la distance Terre-Lune dans notre analogie. C'est ça, et toujours à cette échelle, le diamètre de notre galaxie serait quasiment de 1 milliard de kilomètres, soit davantage que la distance Soleil-Jupiter dans notre système solaire réel. Et rappelons-nous que la Terre est un raisin situé à seulement 150 mètres du Soleil. Quant à la plus proche galaxie, donc Andromède, toujours à cette échelle-là, l'échelle où on dit que le Soleil est à un pâté de maison de nous, la plus proche galaxie, donc Andromède, se trouverait à 23 milliards de kilomètres de nous. Toujours à l'échelle qu'on vous parle depuis tantôt. 23 milliards de kilomètres, c'est 4 fois la distance Terre-Pluton. C'est donc énorme comme distance. Ici, on imagine qu'on a pris 9 années pour franchir la distance Terre-Pluton, qui dans notre analogie équivaut à 6 km. Imaginez ce que ce serait si on voulait se rendre à la prochaine galaxie, qui est située, toujours à notre échelle, à 23 milliards de kilomètres de nous. C'est ça. Déjà, les distances qui se mesurent en milliards de kilomètres sont proprement inimaginables. Hein. Ça dépasse notre sens commun. Nous devons changer à nouveau d'échelle pour nous rendre compte des proportions dès que l'on parle de galaxies. Imaginons par exemple, pour simplifier un peu les choses, que le système solaire en entier aurait la dimension d'une orange. Imaginez que vous avez une orange dans votre main, ça c'est le système solaire. À cette échelle-là, notre galaxie tout entière serait un peu comme une crêpe qui mesurait 21 000 km de diamètre. Donc, si le système solaire, c'est une orange, notre galaxie, c'est l'équivalent d'une crêpe de 21 000 km de diamètre. C'est hallucinant quand on y pense. C'est proprement hallucinant. Et imaginons maintenant que la Voie lactée elle-même n'est qu'une crêpe, on va dire, de 30 cm de diamètre. À cette échelle, la galaxie la plus proche, comme tu l'as dit Claude, Andromède, serait une autre crêpe à peu près 2 fois plus grande et placée à 7 mètres de notre galaxie. Voilà qui montre à quel point les distances entre les galaxies sont gigantesques. Et là, on parle de la plus proche galaxie, notre voisine, qui est à seulement 2,5 millions d'années-lumière de nous. Imaginez maintenant les milliards de galaxies dont ont peuplé l'univers, les milliards de crêpes, pour emprunter notre analogie, qui sont situées à des centaines
de millions d'années-lumière à des milliards d'années-lumière. C'est dire à quel point l'univers est vaste. Exactement, Claude, hein, c'est proprement inimaginable, hein, c'est l'objet du balado. Et c'est tenter de rendre l'imaginable imaginable. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que tu me permets, Claude, je suis avec mon petit Léon, dont j'ai parlé d'introduction, il voudrait faire une petite intervention. Tu permets qu'il puisse prendre le micro une seconde? Absolument. Que pense Léon de tout cela? Bonjour tout le monde, bonjour Claude. Je sais pas vous, mais ces histoires de crêpes intersidérales et de pizzas intergalactiques, ça me donne faim. Alors, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien et que vous mangerez de bonnes crêpes. Au revoir! Nous en venons maintenant à l'analogie qui est à l'origine de ce balado-là. L'analogie que Laurent nous avait proposée il y a quelques mois en disant, avez-vous pensé que si on imaginait que la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, aurait la taille de la France, qu'est-ce que ça donnerait en termes de proportion? Ce qu'on sait, c'est que la France, c'est un pays qui a la forme à peu près d'un hexagone, un hexagone qui mesure à peu près 1000 km de diamètre. Hein? La distance nord-sud, est-ouest en France, c'est à peu près 1000 km. Par ailleurs, notre galaxie, elle mesure 100 000 années-lumière, donc on va condenser 100 000 lumières dans un territoire d'à peu près 1000 km de diamètre pour voir un peu ce que ça donne. Pour rappeler un peu qu'une année-lumière, c'est la distance que parcourt un photon durant une année à la vitesse de 300 000 km à la seconde. C'est énorme. 300 000 km à la seconde, c'est la vitesse de la lumière. Un photon à cette vitesse-là parcourt la distance de 10 000 milliards, non, de 10 000 milliards de kilomètres durant une année. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Et notre galaxie mesure 100 000 années-lumière. Je vous épargne le nombre de zéros que ça donnerait, là, le nombre de milliards et de milliards et de milliards de kilomètres, mais c'est pour dire à quel point la galaxie, elle est vaste. Mais là, on va la condenser dans le territoire français comme si la galaxie mesurait seulement 1000 kilomètres de diamètre. C'est ça, donc effectivement, 100 000 années-lumière, on va rétrécir ça à 1000 kilomètres, qui est qui est le territoire de la France. Donc de notre côté, on peut considérer que la taille du système solaire fait une cinquantaine de fois la distance Terre-Soleil. Donc on peut rappeler qu'en astronomie, la distance Terre-Soleil est une unité de mesure standard qu'on appelle l'unité astronomique et qui correspond donc à 150 millions de kilomètres. La dimension du système solaire qu'on prend en compte ici va quelque peu au-delà de l'orbite de Pluton. Il s'agit du système solaire qui nous est familier, qu'on explore depuis une soixantaine d'années. On pourrait aussi considérer que la taille du système solaire s'étend bien au-delà de ce que les astronomes appellent la ceinture de Kuiper, et même jusqu'au nuage de Oort, mais là on est en territoire à peu près inconnu. Ce qui fait qu'on considère que le système solaire qui nous est familier, si on le prend dans notre analogie où la galaxie a la taille de la France, notre système solaire aurait alors la taille d'une pièce de monnaie par rapport à tout l'ensemble de la France qui est une galaxie, qui serait notre galaxie, la Voie lactée. Le système solaire, imaginez-le comme une pièce de monnaie perdue quelque part dans notre galaxie. C'est dire à quel point le système solaire est minuscule par rapport à l'ensemble de la galaxie. Le système solaire qu'on explore depuis une soixantaine d'années, là, c'est l'équivalent d'une pièce de monnaie qui serait perdue quelque part sur le territoire français. C'est vaste, la galaxie. C'est vaste, c'est même peu de le dire. On sait que notre galaxie, donc la Voie lactée, a la forme aplatie d'une pizza, pour simplifier, et qu'au centre de cette pizza se trouve une très grande concentration d'étoiles et même d'un trou noir géant. Nous savons aussi que le système solaire se situe à quelque chose comme 28 000 années-lumière du centre de la galaxie. Donc, dans notre analogie, on peut poser que le centre de la France est de la ville de Bourges, on va dire, pour dire une ville qui est assez connue. Et notre pièce de monnaie, qui représente donc notre système solaire, se trouve par conséquent, grosso modo, à 260 km de Bourges, soit par exemple dans la ville de Laval. Laval en France, à ne pas confondre avec la ville de Laval au Québec. Exactement.
Si on prend les mêmes mesures à l'échelle du Québec, on pourrait dire à peu près ceci. 1000 km, ça représente à peu près la distance Montréal-Gaspé en Gaspésie. En fait, Montréal-Gaspé, c'est un petit peu moins que 1000 km, mais pour simplifier les choses, imaginez la distance Montréal-Gaspé, ça, c'est la dimension de notre galaxie à l'échelle du Québec. À cette échelle-là, le centre de galaxie se trouverait à peu près dans Charlevoix et notre système solaire serait en quelque sorte une pièce de monnaie placée quelque part dans la ville de Québec. Ça vous donne une idée des échelles de grandeur. Montréal-Gaspé, c'est la dimension de notre galaxie. Le centre de la galaxie se trouve dans Charlevoix. Et notre système solaire, on est une pièce de monnaie perdue quelque part dans la ville de Québec. Évidemment, vous comprendrez que ce sont des approximations. Là. On pourrait faire des calculs beaucoup plus précis, mais c'est juste pour nous donner une idée des distances et des tailles dont on parle. Tout à fait. On peut énoncer également une autre approximation qui serait de considérer que les milliards d'étoiles que compte la galaxie seraient en fait comme autant de grains de sable éparpillés un peu partout sur le territoire de la France ou du Québec, si on prend l'exemple du Québec. On sait aussi que les distances séparant chaque étoile, en réalité, se comptent en années-lumière. À l'échelle de la France, cela signifie que des dizaines de mètres séparaient chacun de ces grains de sable. Imaginez donc le territoire français, ou le territoire québécois, sur lequel on éparpillerait 200 milliards de petits grains de sable. Chaque grain de sable est séparé par plusieurs dizaines de mètres. Ça veut dire à quel point il y a peu de choses dans notre galaxie. 200 milliards de petits grains de sable répartis sur un territoire aussi vaste que la France, chaque grain étant séparé par quelques dizaines de kilomètres, c'est très très peu. Dans le fond, là, contrairement aux images qu'on voit et qu'on va reproduire dans le fascicule, notre galaxie, elle est essentiellement vide. En fait, notre galaxie, elle est aussi vaste que vide, puisque les petits grains de sable occupent très peu de place sur un territoire aussi vaste que la France. Donc, bien entendu, en réalité, il y aurait plusieurs nuances à apporter, notamment le fait que les étoiles ne sont pas réparties uniformément à travers la galaxie. Ces étoiles forment plutôt de majestueux bras en forme d'arc de cercle, comme nous le montrons dans le fascicule. Ajoutons aussi que les étoiles se tiennent souvent par 2, par 3 ou plus pour former des systèmes stellaires à étoiles multiples. C'est le cas notamment du système stellaire Alpha du Centaure, formé de 3 étoiles. C'est notre plus proche voisine, ou le système stellaire le plus proche de notre Soleil, donc qui est à 4.3 ou 4.2 années-lumière de notre Soleil, soit, dans notre analogie précédente, si on ramène la galaxie à la taille de la France, à 43 mètres de notre pièce de monnaie. Cette analogie vise simplement à nous faire prendre conscience des distances considérables qui séparent les étoiles. Nous illustrons ainsi le fait que s'il n'est déjà pas facile d'explorer notre petite pièce de monnaie, qui est le système solaire, alors imaginez comment pourrions-nous rendre visite aux autres pièces de monnaie situées à des dizaines, voire à des centaines de mètres de nous, en termes d'années-lumière, si on parle de réel. Donc, tout le défi est d'imaginer l'inimaginable, en réalité. Exactement. Les distances dans l'univers sont vraiment considérables. Même si on pense qu'à l'échelle de la France, l'étoile la plus proche se trouverait à 40 quelques mètres de nous, alors qu'on est un tout petit grain de sable, c'est faramineux quand on y pense. Si on continue dans les gros chiffres, on vient de vous dire que notre galaxie est composée de 200 à 400 milliards d'étoiles, de 200 à 400 milliards de petits grains de sable. On estime aussi que dans l'univers, il y aurait 2000 milliards de galaxies. Et si on imagine que chacune de ces galaxies-là, elle est composée de centaines, sinon de milliards d'étoiles, imaginez le nombre ahurissant d'étoiles qu'il peut y avoir dans l'univers. Comment envisager de tels nombres? Parce que c'est des nombres faciles à dire, là, mais on ne peut pas les percevoir. On va essayer de vous donner une façon de les imaginer. C'est ça, nous devons, pour rendre tous ces grands nombres accessibles à notre bon sens,
nous devons forcément utiliser les analogies dont on a parlé jusqu'à maintenant. Voilà, donc tu voulais parler, Claude, d'une équipe audacieuse d'astronomes qui entreprendrait d'observer chacune des étoiles de notre galaxie, en n'y consacrant qu'une seconde par étoile. Je te laisse Exactement. La suite. Donc, imaginez que des astronomes se diraient on va observer chacune des étoiles de la Voie lactée en n'y consacrant qu'une seule seconde par galaxie. Combien de temps leur faudrait-il? Je vous épargne de faire le calcul. Si on imagine donc à quoi correspond 200 milliards de secondes. 200 milliards de secondes, ça correspond à 6338 années. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en 2024, des astronomes entreprenaient d'observer les 200 milliards d'étoiles qui forment notre galaxie, et là on n'a pas pris 400 milliards, on a pris juste 200, ils commenceraient aujourd'hui et leur programme se terminerait en l'an 8362. Donc, il faudrait se rendre jusqu'en l'an 8362 pour observer toutes les étoiles de notre galaxie à raison d'une seconde par étoile. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, il faudrait l'équivalent de 250 générations d'astronomes pour mener à bien ce projet. C'est ça, sans oublier que ces astronomes n'observeraient les étoiles qu'une seconde. C'est vraiment une vue de l'esprit. On peut même imaginer une équipe qui serait encore plus audacieuse. Cette équipe pourrait observer chacune des 2000 milliards de galaxies en ne consacrant qu'une seconde par galaxie, toujours. Et dans ce cas, ce projet prendrait 10 fois plus de temps. Et il se terminerait en l'an 65 404. Et je peux vous dire ici, pour être plus précis, que ça sera exactement le mercredi 17 avril, donc 65 404, à 11h32 exactement. Tant qu'à y être, soyons précis. Il faut être précis. Une autre chose qu'on peut énoncer, c'est que depuis une trentaine d'années, on a commencé à repérer des planètes autour des autres étoiles, ce qu'on appelle des exoplanètes. On a fait une découverte très importante au cours de ces dernières décennies, c'est que la majorité des étoiles, sinon même la grande majorité des étoiles, semblent posséder des planètes. Et souvent même plus qu'une planète par étoile, un peu à l'image de notre système solaire. Dans notre système solaire, on sait que le Soleil a autour de lui 9 planètes principales plus tout le reste. Donc, c'est dire qu'on observe des milliers d'étoiles, et il y en a des milliards d'étoiles qui possèdent des exoplanètes. C'est vraiment un nombre absolument prodigieux d'exoplanètes qui existent dans notre galaxie, même dans notre proximité. On peut prendre l'exemple d'ailleurs du système stellaire le plus proche de nous, dont on a mentionné tantôt, Alpha du Centaure. Alpha du Centaure est composé de 3 étoiles et jusqu'à maintenant, on a repéré ce qui semble être 4 planètes autour de 2 de ces 3 étoiles-là. Et sans aucun doute qu'il y en a plusieurs autres planètes. Donc, si un jour on va explorer Alpha du Centaure, on sait qu'il y a au moins 4 planètes importantes à étudier et probablement beaucoup d'autres. Et c'est comme ça partout dans l'univers, toutes les étoiles que vous voyez en regardant le ciel. Dites-vous qu'il y a probablement plusieurs planètes autour de ces étoiles-là. Évidemment, des planètes très différentes les unes des autres, dont on a parlé dans certains balados, mais il y a une abondance d'exoplanètes. C'est ça, Claude. Tout ce que tu viens de dire, en fait, nous montre le nombre absolument effarant d'exoplanètes qui existent probablement dans l'univers. Pour le moment, on n'en a repéré que quelques milliers, mais il faut savoir que ça fait peu de temps qu'on s'est mis que les astronomes se sont mis à découvrir les premières, une vingtaine ou une trentaine d'années, je crois. Mais il y en a sûrement des milliards, et seulement dans notre galaxie. Donc si on multiplie ce nombre par le nombre probable de galaxies dans l'univers, qui est de 2000 milliards, on arrive à des chiffres d'exoplanètes, enfin nombre d'exoplanètes absolument vertigineux. Exactement. Si on s'en tient juste à notre galaxie, puis même, je dirais, à notre voisinage, on voit un peu la tâche astronomique qui attend les astronomes qui ont à étudier ces exoplanètes-là. Il y en a des milliers, probablement des centaines, des milliards, des millions et des milliards d'exoplanètes à étudier dans les prochaines décennies, si ce n'est pas les prochains siècles.
C'est aussi une tâche difficile pour nous, du grand public, de se retrouver. Vous entendez probablement dans les médias parler de telle ou telle planète. Souvent, d'ailleurs, ils ont des noms pas très intéressants, genre matricule HD 1884 ou quelque chose comme ça. C'est difficile d'y retrouver. Et là, encore là, on n'a repéré que quelques milliers de planètes. Imaginez lorsqu'on a repéré des millions. Donc, c'est difficile de s'y retrouver. Fait que si vous ne savez pas trop, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, ben, bienvenue dans le club parce que c'est très difficile de s'y repérer. Maintenant, c'est un peu décourageant tout ça. On va parler d'une analogie beaucoup plus simple. Laurent, tu as imaginé une analogie qui permettrait de se rendre tout simplement à la Lune en pliant une feuille de papier. Explique-nous ça. Alors, effectivement, pour atteindre la Lune, les hommes se sont creusés la tête pour construire d'énormes fusées, tout, alors qu'en réalité, on a juste besoin d'une feuille de papier. Donc, une feuille de papier qui mesure 0,1 mm, c'est à peu près l'épaisseur d'une feuille de papier classique. Donc, en fait, cette feuille de papier, on va la plier en deux. Et là, l'épaisseur issue de ce pliage est de 0,2 mm. Si on replie encore en deux, on sera à 0,4 mm. Et ainsi de suite. Et quand on arrive à 14 pliages, la feuille atteint déjà 1 mètre d'épaisseur. Et au bout de 24 pliages, elle fera déjà plus de 1 km d'épaisseur, la hauteur d'une belle montagne en somme. Et au bout de 36 pliages, notre feuille atteindra près de 7 km, soit pratiquement la hauteur de l'Everest. Et finalement, au bout du 41e pliage, on sera rendu à 220 000 km d'épaisseur. Donc on sera déjà aux 2/3 de la distance Terre-Lune. Et si on plie encore une fois, donc là il va falloir être assez musclé pour pouvoir faire le 42e pliage, on aura largement dépassé la Lune, la distance Terre-Lune. Simplement pour rappel, la Lune est à un peu plus de 380 000 km de la Terre, 384 000 km de la Terre. Donc tout ça est incroyable. N'est-ce pas, Claude? C'est absolument hallucinant. D'ailleurs, j'imagine que ceux qui nous entendent disent non, ça se peut pas, les chiffres qu'on vient de sortir. Dans le fascicule qui accompagne ce balado-là, on publie un petit tableau qui vous montre à chaque fois qu'on plie la feuille en deux, quelle épaisseur elle obtient. Vous allez voir effectivement les chiffres que Laurent vient de vous énoncer. Et c'est vrai que rendu à la 40e pliure, on est rendu dans l'espace, on est rendu presque à la Lune. C'est absolument hallucinant. Évidemment, il y a quelque chose qui cloche quelque part, c'est que ça serait impossible physiquement de plier une feuille une quarantaine de fois. C'est quand même surprenant de penser qu'on ne pourrait pas plier physiquement une feuille une quarantaine de fois. D'ailleurs, on vous invite à faire l'expérience. Prenez une grande feuille de papier et essayez de la plier déjà une dizaine de fois. Vous allez voir que ça commence à être difficile et que rendu une quinzaine de fois, là vous ne pourrez plus le faire. Fait que l'idée, elle est simple. C'est comme dans le fond, souvent des idées en pratique. En théorie, l'idée est simple. En pratique, c'est autre chose. Fait qu'on ne pourrait pas physiquement plier une feuille de papier une quarantaine de fois, même si cela nous permettrait d'aller jusqu'à la Lune. D'où l'importance de développer des fusées pour s'y rendre. C'est ça. Mais en fait, ce que je voulais simplement rajouter, j'ai fait le test tout à l'heure. J'ai pris une feuille de papier A4 et j'ai pu la plier 6 fois. Et déjà, la 7e, c'était quasi impossible. Voilà, donc en fait, ce qu'on vient d'énoncer, c'est strictement un point de vue mathématique, qui est un bel exemple d'exponentielle, parce que l'épaisseur rendue est proportionnelle à 2 exposants n, n étant le nombre de pliages de la feuille. Et on peut également énoncer une expérience assez amusante qu'on peut réaliser facilement. Il suffit de trouver 1000 personnes de bonne foi pour pouvoir trouver quelqu'un parmi ces 1000 personnes qui, sans tricher d'aucune façon, parviendra à lancer une pièce de monnaie 10 fois de suite et obtenir la même face. Donc, explique-nous comment on peut s'y prendre. C'est ça. C'est amusant. Ce qu'on essaie de vous montrer, c'est comment on peut jouer avec des chiffres, soit pour théoriquement se rendre sur la Lune avec une feuille de papier, ou là, par exemple, comment faire en sorte que quelqu'un réussisse à lancer 10 fois de suite une pièce de monnaie et arriver sur la même face, disons du côté face, sans tricher, là, sans que la pièce soit truquée ou sans que la personne triche. L'expérience est assez simple.
Il suffit pour vous de rassembler un groupe de 1000 personnes à qui vous donnez à chacun une pièce de monnaie qui est évidemment pas truquée et vous demandez aux gens évidemment de ne pas tricher, c'est important. Fait que vous demandez donc à vos 1000 personnes de lancer la pièce en l'air et de voir le résultat. Normalement, environ la moitié de ces gens-là, 500 personnes auront obtenu face et 500 personnes auront obtenu pile. Vous retenez les 500 personnes qui ont lancé la pièce qui ont obtenu face et vous leur demandez de la lancer à nouveau une deuxième fois. Normalement, sur les 500 personnes, vous allez obtenir à peu près 250 personnes qui vont avoir obtenu face une deuxième fois. Vous demandez à ces gens-là de lancer une troisième fois la pièce. Normalement, vous allez obtenir à peu près la moitié, donc à peu près 125 personnes qui vont obtenir face. Et vous continuez comme ça une quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, septième fois, huitième fois. Rendu normalement, les probabilités que, rendu à la neuvième fois, vous devriez n'avoir plus que 2 personnes qui ont tiré 9 fois d'affilée le côté face de leur pièce de monnaie. Et là, vous demandez à ces 2 personnes-là de lancer leur pièce en l'air et avec un peu de chance, il va y en avoir une des 2 qui va obtenir face. Donc, en prenant un groupe de 1000 personnes, en leur faisant lancer 10 fois d'affilée une pièce de monnaie, vous allez arriver à quelqu'un qui a réussi à lancer 10 fois d'affilée une pièce de monnaie et d'obtenir face sans aucune tricherie. Alors qu'on pourrait penser que ça se peut pas que quelqu'un obtienne 10 fois de suite face sans tricher. Et oui, c'est possible. Il s'agit simplement de partir avec 1000 personnes au point de départ. Tout à fait, Claude. Donc, ce petit exemple illustre le fait que même un événement qui nous paraît assez rare, c'est-à-dire obtenir 10 fois face sans tricher, peut en réalité assez facilement se produire. C'est dire aussi que si un événement quelconque n'a qu'une chance sur 1 million, par exemple, de se produire, il risque fort d'arriver lorsqu'il y a 1 million de cas, ce qui est quand même assez étonnant. Exactement. Pour donner un exemple précis, tu sais, des fois dans la vie, on est confronté à un événement qui dépasse un peu l'imaginaire. On dit, ça se peut pas, quel hasard, il y avait une chance sur 1 million de se produire. On peut penser, par exemple, à une rencontre fortuite, là. Vous pensez à quelqu'un, ça fait des années que vous n'y avez pas pensé, soudainement vous y pensez, puis le lendemain vous le rencontrez, on dit quel hasard extraordinaire, et ça se peut pas du hasard. Gardez toujours à l'esprit que si, par exemple, dans une population, on pense à la population française qui est composée de 68 millions de Français, si un événement a une chance sur 1 million de se produire, par exemple une rencontre fortuite, mais qu'il y a 68 millions de personnes, ça doit arriver de temps en temps qu'une rencontre se produise. Même chose au Québec. Au Québec, on est 8 millions et demi de personnes. Donc, sur 8 millions et demi de personnes, il arrive des coïncidences assez étonnantes où on se dit, ça se peut pas être le hasard, une chance sur 1 million. Et pourtant, quand vous avez 8 millions et demi de personnes ou 60 millions de personnes, ce genre de choses se produit. C'est un peu la démonstration qu'on a voulu faire avec aussi la pièce de monnaie. En prenant un groupe suffisamment important de personnes, vous pouvez obtenir quelqu'un qui va lancer 10 fois de suite la pièce pile ou face. T'sais. Donc, il faut faire attention quand on joue avec les nombres, puis quand on se dit, ça se peut pas, le hasard, une chance sur 1 million. Et oui, ça se peut quand on a des nombres suffisamment, par exemple, de personnes, ou quand on lance suffisamment de fois une pièce de monnaie, on peut arriver à des résultats qui dépassent un peu l'imaginaire en se disant, ça se peut pas que ce soit le hasard. Tout à fait, très belle démonstration, Claude. Nous allons maintenant vous poser une autre analogie toute simple qui va nous permettre de se figurer encore mieux les dimensions de notre proche espace, tout simplement en utilisant un globe terrestre. C'est ça, donc en effet, vous avez très probablement chez vous, dans une salle de classe, un globe terrestre. Normalement et habituellement, ce globe mesure une trentaine de centimètres de diamètre, qui représente donc notre planète, dont le diamètre réel est de 12 750 km. C'est intéressant d'utiliser un globe terrestre parce que c'est un objet familier, hein, vous l'avez peut-être autour de vous. Donc, si on imagine que le globe terrestre de 30 cm que vous avez près de vous équivaut à la Terre qui mesure 12 750 km de diamètre, à cette échelle-là, la Lune serait l'équivalent d'une tomate de 8 cm que vous placeriez à 9 mètres de la Terre. Donc, imaginez votre globe terrestre 30 cm, une tomate de 8 cm que vous placez à 9 mètres de la Lune. C'est du globe terrestre. C'est la distance Terre-Lune. À cette échelle-là, le Soleil serait une sphère de 33 mètres de diamètre qu'il faudrait placer à 3 km et demi de vous.
33 mètres de diamètre, là, c'est l'équivalent d'un édifice de 11 étages. Ça vous donne les proportions Terre-Soleil. Hein? La Terre, c'est votre globe terrestre de 30 cm. La Lune, le Soleil, c'est l'équivalent d'un édifice de 11 étages et qui serait placé à 3,5 km, alors que la Lune, elle, se trouve à 9 mètres seulement de la Terre. Ça donne l'échelle des distances qu'il y a dans notre proche espace. Effectivement, on peut ajouter également que l'atmosphère terrestre ne fait que quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur, on va dire, pour en dire une centaine de kilomètres. On peut ajouter également que la Station spatiale internationale circule autour de la Terre à 400 km d'altitude. Si vous prenez votre globe terrestre de 30 cm, qui représente la Terre qui mesure 12 750 km de diamètre, 100 km, ça représente 2 mm. 2 mm, là, c'est à peu près l'épaisseur d'un gros ruban gommé là, pour faire des travaux. Des fois, on a un ruban gommé assez épais. Là, c'est à peu près ça, 2 mm. D'ailleurs, sur mon globe terrestre que j'ai près de moi, j'ai collé un ruban gommé qui doit mesurer à peu près 2 mm d'épaisseur. Et je dis aux gens, ça, là, c'est l'épaisseur de notre atmosphère. C'est grâce à cette atmosphère-là qu'on se maintient en vie. Et cette atmosphère-là, par rapport au globe terrestre que j'ai à côté de moi, représente 2 mm d'épaisseur. Quant à la Station spatiale internationale, qui gravite autour de la Terre à 400 km d'altitude, bien 400 km, ça représente 8 mm. 8 mm, c'est à peu près l'épaisseur de votre doigt. Ça fait que si vous collez votre doigt sur votre globe terrestre, bien, la Station spatiale passerait à peu près au-dessus de votre doigt. Ça montre à quel point les astronautes qui vont dans l'espace, ils vont vraiment pas loin. Si on imagine notre Lune qui est une tomate placée à 9 mètres et que le Soleil se trouve à 3,5 km de notre globe terrestre, on va vraiment pas loin dans l'espace quand on lance nos astronautes et qu'on les place dans la Station spatiale à 400 km d'altitude. C'est vrai, d'ailleurs, une petite parenthèse, si tu me permets, Claude, cette distance de 8 mm pour la Station internationale par rapport à notre globe de 30 cm, on se demande en fait comment la station peut être en orbite en étant aussi proche de la Terre et pourquoi elle ne tombe pas, quoi, simplement. Je referme la parenthèse. Une autre analogie tout aussi surprenante, comme nous venons de le dire, la Terre a un diamètre de 12 750 km. La plus haute montagne sur notre planète est le mont Everest, qui fait 9 km de haut. Et tandis que la plus grande profondeur que l'on connaisse dans les océans, qui est la fosse des Mariannes, fait 11 km de profondeur. Si donc on imagine la Terre comme une sphère qui mesure 12 750 km de diamètre, avec un relief de plus ou moins 10 km d'épaisseur, la hauteur de la montagne, la profondeur de l'océan, c'est donc très peu un relief de plus ou moins 10 km sur une sphère qui en mesure 12 750 km. Ça équivaut, 10 km, à plus ou moins 0,08% du diamètre de la Terre. La Terre est comme une sphère à peu près plate, à peu près lisse, à plus ou moins 0,08%. C'est ça, donc autrement dit, si on réduisait la Terre à la taille d'une boule de billard, celle-ci serait plus lisse que la plus parfaite des boules de billard qu'on peut fabriquer. Quoi qu'on en pense, donc, la surface terrestre n'est vraiment pas rugueuse. Au contraire, elle est dénuée de relief, elle est extrêmement lisse. Exactement. Maintenant, la Terre n'est pas une sphère parfaite, loin de là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre, d'abord, est un peu aplatie au pôle et un peu bombée à l'équateur. Un peu comme un ballon de football américain, là, donc le football mais c'est presque une sphère, mais un peu aplati au pôle et un peu bombé à l'équateur. Et par ailleurs, il faut savoir que l'hémisphère nord de la Terre est un peu plus petit que l'hémisphère sud, juste un peu plus petit. La Terre a en quelque sorte la forme d'une poire, mais très légère. Là, ça ne paraît pas sur les photos, la différence est trop mince. C'est donc dire que si on rapetissait la Terre à la taille d'une boule de billard, on aurait une boule de billard parfaitement lisse, mais ce ne serait pas une boule de billard sphérique qui roulerait facilement sur le terrain du jeu. C'est pas une sphère parfaite, mais par contre, elle est
plus lisse qu'une boule de billard. Par ailleurs, on dit souvent que l'univers s'est formé à la suite d'un Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. On dit aussi que le système solaire et la Terre se sont formés il y a 4,5 milliards d'années. On sait aussi, et ça c'est un phénomène intéressant, que la vie est apparue assez rapidement sur Terre, environ 1 demi-milliard d'années après sa formation. La vie est apparue rapidement. Par contre, les hommes préhistoriques, là, nos très très lointains ancêtres, eux sont arrivés sur Terre il n'y a que quelques millions d'années. Et comme on le dit plus tôt, notre espèce, l'Homo sapiens, est arrivé sur Terre il y a environ 300 000 ans. On dit aussi, vous l'avez souvent entendu parler, que les dinosaures ont régné sur Terre durant 175 millions d'années et qu'ils sont disparus à la suite de la chute d'un astéroïde il y a environ 66 millions d'années. C'est bien beau comme nombre, là, on vous lance toutes sortes de nombres comme ça, mais comment concevoir ce que signifient ces nombres-là? Comment faire la différence entre des milliards d'années, des millions d'années et même des milliers d'années? Comment voir un peu comment tout ça s'est enchevêtré? On vous propose une analogie qu'on n'a pas inventée parce qu'elle a souvent été reproduite, mais qui est toujours fascinante. Et si on condensait l'histoire de l'univers en une année? Si l'année cosmique commençait le 1er janvier avec le Big Bang? Alors donc si l'on condense, comme tu viens de le dire, l'histoire de l'univers à une année, donc le Big Bang, 1er janvier, la Terre et le système solaire n'apparaissent alors qu'au début du mois de septembre. Donc, il s'est déjà passé 8 mois avant que n'apparaissent le Soleil et le système solaire. On pourrait dire que les 8 premiers mois de l'existence de l'univers font l'objet des études menées actuellement à l'aide du télescope spatial, le James Webb Telescope. D'où l'intérêt des travaux que mènent actuellement les astronomes. On a énormément de choses à apprendre du passé et de l'évolution de l'univers. Si on considère que la Terre s'est formée au début du mois de septembre, la vie est apparue assez rapidement, c'est-à-dire dès la mi-septembre. Par contre, la vie va mettre des mois à se développer pour finalement aboutir à ce qu'on est. Donc, le développement de la vie s'est fait extrêmement lentement une fois qu'elle est apparue sur Terre. Effectivement, les premières cellules, donc les cellules avec noyau, qu'on appelle les cellules eucaryotes, n'apparaissent qu'à la mi-novembre. Les premiers poissons vers le 20 décembre et les premiers arbres, les premiers reptiles vers le 23 décembre. Quant aux dinosaures, ils sont arrivés le jour de Noël, le 25 décembre, et les premiers mammifères, le tout premier mammifère, qui est une petite souris, elle est arrivée le lendemain, le 26 décembre. Cette souris-là, qui ne correspond pas à nos souris d'aujourd'hui, elle n'existe plus, cette souris-là, c'est le premier mammifère, donc notre très lointains ancêtres, c'est de cette petite souris-là dont on descend, et elle est arrivée le 26 décembre. Le 26 décembre, le lendemain de Noël, donc. Alors, les dinosaures ont régné sur Terre durant 175 millions d'années, ce qui équivaut à 3 jours et demi dans notre calendrier. Ils disparaissent le 30 décembre, et ce n'est que 24 heures plus tard, donc le 31 décembre, qu'apparaissent les premiers primates. Puis vers 18 heures apparaissent les premiers hominidés, nos lointains ancêtres, dont on a parlé tout à l'heure. Et ce n'est que dans les 4 dernières minutes de la dernière journée de l'année qu'apparaît notre espèce, l'Homo sapiens. Dans le fascicule qui accompagne ce balado-là, qu'on vous invite à aller chercher, à télécharger, on va reproduire un calendrier comme ça, beaucoup plus détaillé, qui montre à la fois l'évolution de l'univers, à quel point les choses se sont faites lentement au début et à quel point elles se sont accélérées dans les dernières semaines, derniers jours, dernières heures de l'année, qui montre aussi à quel point on vient vraiment juste d'arriver sur Terre. Donc, je vous invite à consulter ce beau tableau-là parce que ça fait réfléchir. Dans le tableau, vous avez les chiffres, les vrais chiffres en termes de milliards et millions d'années, mais vous l'avez aussi en termes de dates dans un calendrier fictif, celui qu'on vous propose. C'est assez hallucinant de regarder attentivement ce tableau-là. Alors, pour donner quelques moments clés de l'humanité, soulignons la très importante, évidemment, invention de l'écriture il y a environ 5000 ans.
Il s'agit en effet d'une innovation cruciale puisque l'écriture sépare la préhistoire de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire commence au moment où l'on possède des traces écrites de ce qu'on pensait et de ce qui se passait alors. Exactement. On pourrait citer aussi quelques moments importants de l'histoire de l'humanité. On pense entre autres à la domestication du feu. La domestication du feu qui a permis de faire cuire nos aliments, donc de les rendre beaucoup plus faciles à digérer. Ça a été une étape très importante dans l'évolution de l'humanité. Il y a aussi l'invention de l'agriculture, c'est-à-dire qu'au lieu de chasser et de cueillir ce que Dame Nature mettait à notre disposition, on s'est mis à produire notre nourriture. Ça aussi, c'est une étape très, très importante. C'est à l'origine des premières villes, des premiers villages, des premières villes et des premières civilisations. Quand on y pense, tout cela pour nous remonte à très très loin. Là. Ça remonte à des milliers d'années, ça fait très longtemps de ça. Et pourtant, si on revient à notre calendrier de tantôt, c'est dans les dernières secondes de la fameuse année de l'histoire de l'univers. Ces progrès-là qui nous semblent lointains viennent au niveau du calendrier tout juste de se produire. Absolument. Et voilà qu'on arrive à l'ère industrielle, donc, qui est l'avènement de la création des machines, il y a environ 200 ans. Là, on est dans les dernières fractions de seconde de la dernière seconde de l'année. La découverte et la domestication de l'électricité, comme jadis le feu, dans les années 1800, a inauguré un progrès fulgurant. De même, l'invention des machines à vapeur, les trains, les navires, les automobiles, les avions, etc., les moyens de transport modernes en général. L'éclairage des rues, de l'eau courante, avec les aqueducs, les toilettes, etc. Des journaux, l'invention du téléphone, de la radio, du cinéma, de la télé et plus récemment d'Internet, évidemment. Et tous des progrès et inventions qui remontent, tous ces progrès remontent à moins de 2 siècles seulement. Et 2 siècles sur 13,8 milliards d'années, ça ne représente que 2/10 de seconde. C'est quand même hallucinant quand on y pense à quel point, là, ce qui nous semble déjà un peu lointain quand on parle de l'invention de la découverte de l'électricité et des premières machines, ça nous semble lointain. C'est dans les dernières fractions de seconde de notre année. C'est vraiment hallucinant. On arrive vers la fin de notre balado. Dis-moi, Florent, tu as une autre analogie à nous proposer, une analogie dont j'ignore la nature. Fait que, de quoi s'agit-il? Oui, Claude. Donc, en fait, on a depuis le début, on a parlé surtout de dimensions faramineuses de l'univers, des distances proprement inimaginables que l'on rencontre dans l'univers. On peut également s'intéresser à l'infiniment petit et se rendre compte que les distances sont tout aussi inimaginables. Pour ce faire, on peut prendre l'exemple de l'atome d'hydrogène, donc qui est l'atome le plus simple, on va dire entre guillemets, du tableau périodique de Mendeleïev. Donc en fait, cet atome d'hydrogène est composé d'un proton et d'un électron. Le proton, imaginons, donc le noyau de l'atome, imaginons qu'il aurait la taille d'une tête d'épingle et on le placerait au centre d'un terrain de football. Eh bien, l'électron, qui est à peu près 2000 fois plus petit qu'un proton, se baladerait, on va dire, dans le volume qu'occupe tout le stade qui est autour, dans lequel est le terrain de football. Donc en fait, on se rend compte que la matière est essentiellement composée de vide, parce qu'entre l'électron et le proton, il y a du vide. Donc en fait, il y a du vide dans l'infiniment petit, dans la matière, et dans l'infiniment grand aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, étant donné les distances incroyables qui séparent les étoiles et les galaxies. Je trouve ça hallucinant de penser qu'au niveau des atomes, l'espace est vide, puis au niveau de la galaxie, l'espace est vide, et entre les galaxies, l'espace est vide. On vit dans un monde de vide. C'est absolument hallucinant. De mon côté, c'est pas une analogie, mais c'est un chiffre que j'aime beaucoup rappeler. Si on imagine toute la matière qui compose le système solaire, donc le Soleil, les planètes, les astéroïdes,
les comètes, les satellites naturels, le gaz et la poussière, donc toute la matière qui compose notre système solaire, il faut savoir que 99,85% de toute cette matière-là se retrouve concentrée dans le Soleil. Le Soleil, à lui seul, représente 99,85% de toute la matière du système solaire. Le 0,15% qui reste, c'est tout le reste. Ce sont les planètes, les astéroïdes, les comètes, les satellites naturels, la poussière, le gaz, etc. C'est 0,15% de toute la matière du système solaire. Et évidemment, la Terre, c'est une petite fraction de ce 0,15%, parce qu'une grosse partie de ce 0,15% de la matière restante est accaparée par Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On est vraiment, nous, sur Terre, je ne parle même pas des humains, je parle de la planète elle-même, on n'est vraiment rien à l'échelle du système solaire. Imaginez au niveau de l'univers à quel point on est très, très peu de choses. On est une toute petite, infime fraction de la matière qui compose le système solaire. Donc ça doit nous inviter à la modestie, on est d'accord avec ça? Je pense que oui. On en arrive à notre conclusion. Qu'est-ce que tu retires de tout ça, Laurent? En fait, je retire de tout ça que là, on vient de discuter avec... on a travaillé un petit peu pour élaborer ce balado. On a travaillé grâce à notre cerveau, en fait. Et notre cerveau... à la taille qu'il a, il est évident qu'il est minuscule à l'échelle de l'univers. Des scientifiques disent que c'est l'objet le plus complexe de l'univers. Bon, peut-être que ça reste à prouver, mais voilà, il est de toute façon minuscule à l'échelle de l'univers, mais il est cependant capable, alors du haut de ces quelques secondes d'existence, si on prend l'analogie d'une année dans laquelle on compresse toute l'histoire de l'univers, il est capable d'appréhender l'univers dans son entier. Et quand il sent ses limites, il est capable d'inventer des objets, donc en l'occurrence des télescopes, pour voir encore plus loin. Et donc en fait, notre petit cerveau, qui est une fraction minuscule de l'univers, est capable d'appréhender l'univers dans son entier. C'est quand même assez fascinant, quoi. Je voulais également énoncer la chose suivante. On a parlé principalement de l'infiniment grand, les distances inimaginables de l'univers. On a parlé un tout petit peu avec l'atome d'hydrogène de l'infiniment petit. Et je voudrais simplement, pour conclure, introduire un troisième infini, et là faire une petite référence et rendre hommage au célèbre biologiste et généticien qui s'appelle Albert Jacquard, qui est décédé il y a un peu plus de 10 ans, en 2013, il est décédé, qui a écrit des ouvrages remarquables sur la question. Et il a introduit le troisième infini, qui est l'infiniment complexe, qui en fait est l'organisation chimique de la vie. Et en fait, on peut dire que quand vous voyez un moustique ou n'importe quel, le moindre des papillons ou le moindre des minuscules insectes, vous pouvez vous dire que cette petite bestiole-là est infiniment plus complexe que le plus puissant des ordinateurs ou l'hélicoptère le plus perfectionné ou l'avion de chasse ou que sais-je, tout ce que l'homme a pu inventer. Donc je trouve intéressant de mettre en relief l'infiniment grand, l'infiniment petit et l'infiniment complexe qui est en fait l'organisation de la vie. Ça ouvre des portes à des réflexions sans fin finalement et passionnantes. J'ajouterais presque, on a beau être infiniment minuscule, infiniment petit, on est peut-être aussi infiniment merveilleux, l'humain qui essaie de comprendre l'univers. Pour ma part, ce que je retiens de tout ce qu'on vient de dire, c'est que je trouve ça amusant de penser que de tout temps, on se pense quelque chose comme le centre de l'univers. En fait,
comme on l'a expliqué dans des balados précédents, on a eu pendant longtemps de bonnes raisons de penser qu'on était au centre de l'univers. Là. Quand on regarde l'univers, c'est l'impression qu'on a. Évidemment, aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Mais même si on sait que c'est pas le cas, on a toujours l'impression que d'une façon ou d'une autre, on doit en quelque sorte, quelque part, être au centre de l'univers. Au centre des préoccupations de Dieu, si on a des croyances religieuses, ou au centre de l'univers en termes astrologiques, quand les gens pensent que les astres influencent leur vie. Alors que quand on regarde objectivement les choses, on n'est rien dans l'univers et on n'a pas de raison d'être au centre de l'attention, mais je pense que je peux dire que c'est plus fort que nous. On se sent quelque chose comme au centre d'une façon ou d'une autre, alors que toutes les découvertes scientifiques qu'on fait nous montrent que ce n'est pas le cas, mais on continue quand même d'y croire, d'espérer que d'une façon ou d'une autre, on doit bien être quelque chose comme au centre de l'univers. Voilà qui met fin à ce balado. Je pense un balado un peu particulier, un peu spécial, différent des autres. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions. Toujours de nous écrire à l'adresse baladovde à gmail.com, baladovde@gmail.com. Donc, toujours intéressé à savoir votre opinion sur le balado que vous venez d'entendre, mais si vous avez aussi des suggestions, des questions à nous poser, parfois, quand vous nous suggérez des sujets, ben, ça peut donner comme l'exemple de Laurent qui est arrivé avec une idée et qui fait qu'aujourd'hui, il fait un balado avec nous. Je pense que ça a été une belle aventure avec lui. En tout cas, Laurent, je te remercie. Ça a été très, très agréable de travailler avec toi. Ça a été un charme. J'ai beaucoup appris. Ça a été très plaisant. Et j'espère que tu as apprécié aussi ton aventure, qui n'est pas une aventure facile. Hein, de faire un balado, je pense que tu vas voir ce que c'est. Mais en même temps, c'est une aventure, je pense, emballante. Tout à fait. Mais écoute, je te remercie, Claude, vraiment de l'honneur que tu m'as fait de me proposer de faire ce balado avec toi, et ça a été un réel plaisir. Et je remercie beaucoup toute l'équipe de Voyage dans l'espace, et toi particulièrement. Ben, ça a été un plaisir aussi de travailler avec toi, ce qui fait que j'espère, mesdames et messieurs, que vous passez un bel été. Et le prochain balado revient à la fin août, là, je pense que c'est le 18 août, je n'ai pas regardé la date. On se donne quelques semaines de vacances, bien méritées, et au plaisir de revenir à la fin, le 3e dimanche du mois d'août, on revient avec un nouveau balado. Amusez-vous bien, bel été, prenez soin de vous, prenez du soleil, mais ne le regardez pas trop. Bonjour. Merci, au revoir à tous. Nous remercions chaleureusement Laurent Fieux et le petit Léon pour leur participation à ce fort intéressant balado. Nous accueillons également de nouveaux supporters sur patreon.com. Bienvenue à William, bienvenue à Héro et bienvenue à Jean-Damien. Votre soutien est très apprécié. Ce balado vous a été préparé par Claude Lafleur et Laurent Fieux avec Florent Meunier à la réalisation, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans cet univers à grande échelle, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.